Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. Aujourd'hui, nous allons parler d'Alain qui a vécu au XXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Lady Tremaine du film Cendrillon de Kenneth Branagh. La version de Cendrillon dont nous allons parler aujourd'hui est le remake de Disney sorti en 2015 avec Lily James dans le rôle de Cendrillon et Cate Blanchett dans celui de sa belle-mère Lady Tremaine. Il m'a paru plus pertinent pour ce thème que le dessin animé original parce que le personnage de la belle-mère est très approfondi par rapport à ce qu'elle était dans la première version. Dans cette version, l'histoire commence alors que Cendrillon, alors prénommée Ella, est enfant et qu'elle vit avec ses deux parents. Sa mère lui apprend à respecter tous les êtres vivants et à toujours être courageuse et bienveillante dans sa vie. Malheureusement, cette dernière meurt et, des années plus tard, le père d'Ella se remarie avec Lady Tremaine, veuve elle aussi, qui a 2 filles. Loin d'être simplement un personnage cruel par nature, tel que c'était le cas dans le dessin animé, Lady Tremaine souffre vite de la comparaison avec la mère d'Ella. Son nouveau mari ne cesse d'y faire référence, rappelant à quel point elle était belle et à quel point il l'aimait. Ces comparaisons conduisent vite Lady Tremaine à haïr Ella, qui ressemble beaucoup trop à sa mère. À la mort de son nouveau mari, Lady Tremaine devient ainsi la méchante belle-mère que nous connaissons, qui fait faire à Ella tous les travaux ménagers, lui donne le surnom de Cendrillon, et lui installe sa chambre au grenier. Juste avant d'aller au bal organisé par le prince, quand Cendrillon se présente avec l'ancienne robe de sa mère, Lady Tremaine la déchire en se moquant de cette guenille démodée, une nouvelle tentative pour déprécier la mère de Cendrillon avec laquelle elle a été trop souvent comparée. Mais grâce à sa bonne fée, Cendrillon peut se rendre au bal, danse avec le prince et perd sa chaussure en s'enfuyant à minuit. En voyant le bonheur sur le visage de Cendrillon, Lady Tremaine comprend vite que c'est elle, la jeune fille, qui s'est accaparé le prince lors du bal. Elle trouve le 2e soulier de verre que Cendrillon avait gardé et lui raconte son histoire. Un premier mariage d'amour qui s'est terminé dans le veuvage, un second mariage d'intérêt qui se finit encore une fois par la mort de son mari et par la ruine de sa famille. Elle espère marier une de ses filles à un prince, mais on lui passe encore devant. Elle regrette d'avoir visiblement été destinée à une vie pauvre et malheureuse. Elle enferme Cendrillon dans le grenier pour que le prince ne la retrouve jamais. Un échec comme on le sait, puisque Cendrillon finira bien au sommet du royaume. La notion qui va nous intéresser est celle du devoir d'être heureux. Traditionnellement, que ce soit dans la vie courante ou dans la philosophie, on oppose la morale au bonheur. Pour être heureux, il faudrait être égoïste, tout prendre pour soi, ne pas se préoccuper des autres. Inversement, celui qui est bon devra se sacrifier pour autrui, il fera passer leur bonheur avant le sien et prendra le risque de ne jamais être heureux. Assurer son propre bonheur se ferait au détriment des autres. Il y a bien des situations où cette idée peut être justifiée. Mais Alain va prendre à rebours cette conception traditionnelle du lien entre devoir et bonheur en faisant de la recherche de son propre bonheur un devoir. Cette expression est déjà paradoxale pour la raison que nous avons vue. Le respect du devoir moral serait en contradiction avec la recherche de son bonheur personnel. Il y a un autre paradoxe. En général, on parle de devoir pour désigner des actions qu'on doit se forcer à faire, non des actions qu'on fait spontanément. Parler d'un devoir d'être heureux, ça sous-entend qu'on devrait se forcer à être heureux, comme si ce n'était pas ce qu'on désirait immédiatement. On va voir de quelle façon Alain affronte ces deux problèmes et leur lien avec Cendrillon et Lady Tremaine. Commençons par lire ensemble le chapitre 42 des propos sur le bonheur d'Alain. Je ne vais pas lire le chapitre en entier, il y a dans le texte quelques coupes que je ne signalerai pas pour la fluidité de ma lecture. Le bonheur est beau à voir, c'est le plus beau spectacle. Quoi de plus beau qu'un enfant ? Mais aussi il se met tout à ses jeux. Il n'attend pas que l'on joue pour lui. Il est vrai que l'enfant boudeur nous offre aussi l'autre visage, celui qui refuse toute joie. Et heureusement, l'enfant s'oublie vite. Mais chacun a pu connaître de grands enfants qui n'ont point cessé de bouder. Que leur raison soit forte, je le sais. Il est toujours difficile d'être heureux. C'est un combat contre beaucoup d'événements et contre beaucoup d'hommes. Il se peut que l'on y soit vaincu. Il y a sans doute des événements insurmontables et des malheurs plus forts que l'apprenti stoïcien. Mais c'est le devoir le plus clair peut-être, de ne point se dire vaincu avant d'avoir lutté de toutes ses forces. Et surtout, ce qui me paraît évident, c'est qu'il est impossible que l'on soit heureux si l'on ne veut pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. Ce que l'on n'a point assez dit,
c'est que c'est un devoir aussi envers les autres que d'être heureux. On dit bien qu'il n'y a d'aimer que celui qui est heureux. Mais on oublie que cette récompense est juste et méritée. Car le malheur, l'ennui et le désespoir sont dans l'air que nous respirons tous. Aussi nous devons reconnaissance et couronne d'athlètes à ceux qui digèrent les miasmes et purifient en quelque sorte la commune vie par leur énergique exemple. Aussi, n'y a-t-il rien de plus profond dans l'amour que le serment d'être heureux. Quoi de plus difficile à surmonter que l'ennui, la tristesse ou le malheur de ceux que l'on aime? Tout homme et toute femme devrait penser continuellement à ceci que le bonheur, j'entends celui que l'on conquiert pour soi, est l'offrande la plus belle et la plus généreuse. J'irais même jusqu'à proposer quelques couronnes civiques pour récompenser les hommes qui auraient pris le parti d'être heureux. Car, selon mon opinion, tous ces cadavres et toutes ces ruines, et ces folles dépenses, et ces offensives de précaution, sont l'œuvre d'hommes qui n'ont jamais su être heureux, et qui ne peuvent supporter ceux qui essaient de l'être. Alain commence par affirmer ce que nous avons présenté comme un paradoxe. La plupart du temps, nous préférons être malheureux plutôt qu'être heureux. C'est pourquoi le bonheur peut bien être posé comme un devoir, au sens où il faut se forcer à le rechercher. Il faut bien comprendre que quand Alain parle du bonheur, il ne parle pas d'une vie où nous aurions eu beaucoup de chance, où tout nous aurait souri. Il réfute donc le sens étymologique de bonheur, puisque heure signifie la chance. On retrouve ce sens étymologique dans certaines expressions du langage courant, par exemple être heureux au jeu. Cela signifie avoir de la chance. Alain ne parle pas de cette conception du bonheur. Quand il prend l'exemple d'un enfant qui joue pour illustrer le bonheur, on comprend qu'il parle d'une certaine façon d'appréhender le monde et les événements. Compris comme ça, on peut mieux voir pourquoi on a plus tendance à accepter le malheur qu'à rechercher le bonheur. Pour être heureux, il faut le vouloir et essayer de l'être malgré les événements. Pour être malheureux, c'est facile, il suffit de laisser faire. C'est peut-être un peu pessimiste, mais Alain soutient que dans la vie, nous aurons beaucoup plus d'occasions d'être malheureux. Les personnes qui enchaînent les succès hasardeux et les rencontres chanceuses sont rares. Ceux qui sont heureux dans leur existence, ce ne sont pas ceux qui ont eu plus de chance ou moins d'événements malheureux, ce sont ceux qui ont voulu leur bonheur. Tout le monde connaît des difficultés dans la vie, tout le monde est confronté à la mort, aux échecs ou simplement à la malchance, mais certains vont passer leur temps à se plaindre alors que les autres vont se forcer à rebondir. C'est pourquoi le malheureux est celui qui refuse toute joie. Ce refus n'est pas un hasard de l'existence, c'est une véritable action de la part de la personne. Bien sûr, vous pourriez être tenté de répondre qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas de chance. Mais cette objection, Alain l'anticipe lui-même. Il reconnaît que certains malheurs peuvent paraître insurmontables et qu'on peut ne pas réussir à les dépasser. Il ajoute cependant, pour répondre à cette objection, que le devoir d'être heureux tient justement au fait de ne pas s'estimer vaincu avant d'avoir lutté de toutes ses forces. Or, c'est bien là que nous allons pouvoir faire appel à Cendrillon et à sa belle-mère, car l'une comme l'autre a eu une vie difficile et rythmée par les malheurs, pourtant une seule trouvera le bonheur. Si j'ai choisi cette version de l'histoire et non le dessin animé, c'est parce que l'accent est mis sur l'existence désastreuse de Lady Tremaine. Contrairement à la belle-mère du dessin animé qui est purement antipathique, on pourrait en un sens plaindre celle du film. Son premier mari qu'elle aimait est mort, son nouveau mari ne cesse de lui rappeler qu'elle n'est qu'une remplaçante et qu'il n'aimera jamais que sa première femme. Ses deux filles sont idiotes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle-même. Son deuxième mari est mort lui aussi, et le messager qui vient annoncer cette mort précise que le mari n'a absolument pas pensé à elle pendant sa maladie, mais seulement à sa fille. Force est de constater que la vie de Lady Tremaine n'est pas facile. Peut-être même que, dans cette situation, nous aurions été nombreux à reporter toute notre haine sur Cendrillon. Mais celle-ci n'a pas eu plus de chance que sa belle-mère. Sa mère est morte, puis quelques années plus tard, ce fut le tour de son père. Elle est traitée comme une esclave dans sa propre maison. La seule fois où elle demande l'autorisation de faire quelque chose pour elle, aller au bal, elle en est empêchée de façon cruelle. En fait, ce qui va distinguer Cendrillon et Lady Tremaine, c'est ce conseil de la mère de Cendrillon. Toujours être courageuse et bienveillante, quels que soient les événements. Ce conseil est proche que celui qu'aurait donné Alain, toujours prendre les choses du bon côté, toujours rechercher la joie et le bonheur, même quand la situation semble désespérée. Bien sûr, Cendrillon obtient l'aide de sa marraine la fée et épouse le prince, on ne peut pas dire que ces événements soient exempts de chance. Mais avant cela, même quand Cendrillon est une esclave au service de sa belle-mère et de ses demi-sœurs, même si on la voit plusieurs fois pleurer, il y a aussi de nombreuses scènes où on nous la montre souriante, joyeuse, que ce soit quand elle parle aux souris ou quand elle s'occupe de la ferme. Malgré les malheurs qui s'accumulent, Cendrillon sait à chaque fois rebondir et retrouver une raison d'être heureuse malgré tout.
Contrairement à ce que dit son étymologie, le bonheur n'est donc pas une affaire de chance, mais une certaine attitude à prendre face aux événements. Nous avons donc expliqué la première partie du texte grâce aux attitudes opposées de Cendrillon et de sa belle-mère. Cependant, Alain ne se contente pas de donner une recette pour être heureux, il ne se contente pas de dire ce qu'il faut faire, mais il présente cette attitude comme un devoir. Nous aurions le devoir moral envers les autres d'assurer notre propre bonheur. Pourquoi est-ce un devoir envers autrui que d'être heureux ? Voici ces 2 arguments. Premièrement, le spectacle du bonheur fait du bien. Ce qui signifie qu'être entouré de gens heureux permet de partager ce bonheur. Bien sûr, ça peut nous arriver, suite à un événement difficile, de mal supporter la compagnie de personnes trop joyeuses. Cela étant, sur le long terme, que préférons-nous ? Être entouré de gens heureux ou être entouré de gens tristes ? Clairement, nous préférons vivre dans un environnement heureux. Se forcer à être heureux est donc une façon d'améliorer l'ambiance générale, ce qui profite à tous. L'autre raison, bien illustrée dans l'exemple de Cendrillon, c'est le fait que plus nous sommes heureux, plus nous serons tentés de faire le bien. Une expérience de psychologie a été faite pour démontrer cette hypothèse, vous la trouverez dans le livre « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine » de Ruven-Augien. Cette expérience a montré que les individus étaient statistiquement plus serviables quand on leur demandait de l'aide un matin à côté d'une boulangerie, où l'odeur des croissants les mettait de bonne humeur, plutôt qu'à un autre moment de la journée. Ce n'est pas difficile à imaginer et n'importe qui peut en convenir, quand nous sommes de bonne humeur, nous sommes plus disposés à écouter les autres et à les aider. Mais selon Alain, cette bonne humeur n'est pas un hasard, ni même un fait biologique, c'est un choix, le choix de toujours s'efforcer de voir les choses du bon côté. En refusant de faire ce choix et en se complaisant dans son malheur, ce n'est pas seulement elle-même que Lady Tremaine rend malheureuse, son malheur la pousse à faire le mal autour d'elle. Elle persécute Cendrillon car elle-même est malheureuse dans sa vie et ne peut supporter que quelqu'un qui, malgré une existence tout aussi malheureuse, s'efforce malgré tout de faire le bien et de rester souriante. On reconnaît dans cet exemple les dernières phrases du texte lu. Tous ces cadavres et toutes ces ruines et ces folles dépenses et ces offensives de précaution sont l'œuvre d'hommes qui n'ont jamais su être heureux et qui ne peuvent supporter ceux qui essaient de l'être. Lady Tremaine ne sait pas être heureuse, nous l'avons montré tout à l'heure, mais on peut ajouter qu'elle ne supporte pas Cendrillon, justement parce qu'elle essaie d'être heureuse alors qu'elle-même en est incapable. Quand Cendrillon, qui vit dans le grenier et n'a presque rien à elle, s'efforce de recoudre la robe de sa mère pour en faire une robe de bal, c'est bien une façon d'essayer de combattre le sort pour gagner son bonheur quand même. Cette simple vision rend Lady Tremaine furieuse, elle ne peut pas le supporter et déchire elle-même la robe de Cendrillon. De façon générale, Disney nous invite à penser que les méchants seront malheureux. Malheureux parce qu'ils seront punis. L'originalité de cette version de Cendrillon, c'est que le film, avec Alain, semble nous dire le contraire. C'est parce que Lady Tremaine est malheureuse qu'elle est méchante. Dès lors, si les méchants ne peuvent pas être heureux, c'est pas parce que la méchanceté cause le malheur, c'est plutôt parce que le malheur cause la méchanceté. Faut-il plaindre les méchants dans ce cas, si en réalité ils sont malheureux ? Ce n'est pas ce qu'Alain conclurait, nous pouvons continuer à haïr Lady Tremaine et ses injustices malgré tout. Car le bonheur est un combat et c'est elle-même qui a choisi de s'estimer vaincue avant de s'être battue de toutes ses forces. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si vous voulez plus d'analyse des films de Walt Disney, je vous invite à regarder de plus près mon livre « Il en faut peu pour philosopher », vous trouverez les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.